Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Aujourd'hui, je te partage 10 titres à absolument faire si tu es étudiant en game design ou si tu souhaites devenir étudiant en game design. En gros, le problème d'une grosse partie des jeux indés, AA et AAA qui sont connus, c'est que les éléments de GD, les composants, ils sont impossibles à reproduire pour un débutant. Donc j'ai pris des jeux, du connu, du pas connu, les critères étant la facilité à se les procurer et la reproductibilité dans le contexte d'un projet étudiant, concret ou non. Walter Machado, c'est un game designer et créateur de jeux brésilien, et on peut remarquer 3 choses dans ses jeux. Il semble avoir beaucoup de suites, qui sont en réalité des itérations du même jeu, ses jeux coûtent que dalle, et ce sont des super jeux pour apprendre le scope et les feedbacks. Mais pour expliquer ça, nous allons devoir définir ces deux termes. Grosso merdo, le scope, c'est la taille visée par le projet en prenant en compte l'étendue des besoins nécessaires pour terminer le dit projet. L'objectif final en gros. Les jeux de Walter Machado ont des scopes parfaits pour des jams, ou pour des projets sur de courtes durées, dû à la simplicité de leur mécanique, mais également à la facilité de les reproduire, même sur des moteurs plus simples, comme Construct 2 ou Construct 3. C'est donc des jeux à garder en tête lorsqu'on sèche sur un sujet de projet court. Maintenant, parlons des feedbacks. Dans un jeu vidéo, un feedback est la réponse du programme à une action du joueur par un signal visuel, sonore ou haptique. On a tous en tête un feedback, que ce soit le bruit du champignon de Mario, Link qui devient rouge quand il se fait toucher dans Breath of the Wild, ou l'écran qui tremble à cause du recul d'un fusil dans Call of Duty. Ce dernier feedback s'appelle un screen shake. Les jeux de Walter Machado sont remplis de screen shake afin de proposer des expériences grisantes et jouissives. Ubermosh ne déroge pas à la règle et propose des VFX simples mais bien placés et plein de screen shake. Une étape du design à bien garder en tête dans vos jeux d'action, vos shmups, vos jeux de course, de combat. Les feedbacks sont très importants et permettront de passer vos projets d'amateur à pro facilement, et le screen shake est un des meilleurs outils pour rendre votre jeu plus pro. J'ai réalisé quelque chose par rapport à mes études de game design, c'est que les game artists de la formation avaient eu plusieurs cours de Monster Clay, mais qu'aucun d'entre eux n'en a utilisé en 3 ans pour créer des assets. Je me suis alors rappelé de ce jeu Murder Dog 4, qui encapsule à lui tout seul beaucoup de problématiques que tu seras amené à croiser en tant que GD dans tes études, à savoir créer une DA marquante, proposer une expérience narrative marquante, avoir une construction d'UI intéressante, et avoir un bon rapport temps-production value. Commençons par la DA. Murder Dog 4 choisit d'utiliser des éléments en papier et en pâte à modeler, très facilement réplicables même par des game artistes débutants. Ce choix n'étant quasiment jamais fait par des élèves débutants dû à une faible culture JV, vous êtes sûr de proposer une DA fraîche et originale qui vous démarquera des autres groupes, sans pour autant demander des merveilles à vos GA. Durant un bachelor master GD, il y a de fortes chances que la question de la narration et du narrative design soit abordée. Dans le cadre d'un projet narratif, Murder Dog 4 propose un scope parfait, avec des choix d'action et plusieurs fins, un GD très classique pour un visual novel, mais toujours efficace. Embellir le choix est un besoin très important de la narration ludique. Concernant l'écriture, l'option de l'humour est un choix intéressant et Murder Dog 4 donne tous les éléments pour proposer des situations amusantes aux joueurs. Les idées de narrative design et de game design sont également nombreuses, entre ce petit système de tips typique des temps de chargement transformés en schizophrénie ou ce menu d'action inspiré des point and click permettant à tout instant de foutre en l'air sa partie en déchiquetant le jury. Murder Dog est le jeu parfait pour se former rapidement au narrative design et à l'écriture. Parlons maintenant de lui. Si celle-ci paraît complexe au premier coup d'œil, là encore le jeu fait des choix à la fois surprenants et pertinents. Tentons de déconstruire cette UI. Le jeu fonctionne par fenêtres. On peut en distinguer 4 grandes avec chacun un objectif. Affichage du texte, action, visuel et une petite fenêtre qui, si de prime abord ne semble pas ajouter grand chose, en dit long sur le sens du détail du créateur. La fenêtre montrant le personnage en train de parler, qu'on peut facilement imaginer aidant à se concentrer sur les émotions du personnage sans changer le visuel de gauche. Gardons donc cette UI. Voici sans jeu. Maintenant, appliquons simplement le principe avec notre jeu. On se rend compte que ce principe du UI est foutrement efficace, et pourtant très peu utilisé. Avec cet exercice, vous vous êtes rendu compte que l'UI est surtout affaire de fonctionnalité, de lisibilité et de jugeote. Avant de passer au prochain jeu, je souhaite insister sur ce jeu et vous rappeler que le rapport production value temps est assez fort et à ne pas sous-estimer. Gardez ce jeu près de vous et faites-le de toute urgence. C'est une véritable carte joker pour les pannes d'inspiration. C'est pas rare que certains des premiers projets vus en école de JV soient des platformers 2D. C'est des jeux qui sont facilement faisables sur tous les moteurs de jeu, avec des codes très marqués, c'est le parfait exercice à donner à des débutants. Et souvent les débutants pensent que les solutions sont à chercher de Mario. Alors si d'un point de vue gameplay c'est vrai, ça donne souvent ceci d'un point de vue level design. Il est alors beaucoup plus logique de se baser sur un titre comme Céleste qui va apporter un tas d'astuces concernant la mise en place d'un LD 2D pour passer de ça à ça.
Les clés de LD que propose Céleste tournent autour d'une constante verticalité et de la création dans un cadre environnemental. 2 éléments essentiels à la réalisation d'un bon LD de platformer 2D. Analysons donc cette section du jeu. Les 3 premiers sauts sont à 3 degrés différents de hauteur. La ligne horizontale de cette section est constamment obstruée par des pics ou du vide. Cette section permet d'introduire le dash diagonal au joueur, d'où la position des différentes plateformes. Notez que les angles sont différents pour chaque saut afin de varier la situation même dans un contexte de tutoriel. Concernant les éléments de narrative design, on peut voir sur cette image un panneau indiquant des travaux ainsi que des poutres en fer qui serviront de foreshadowing quant au décor plus industriel qui suivra durant ce chapitre. Si je dois faire une petite remarque sur cette section, c'est ces 2 plateformes-là, avec les picots. Je pense qu'elles peuvent être retirées. S'il y a un intérêt esthétique à la section, la retirer donnerait le même résultat en cas d'échec, la mort, mais permettrait surtout d'agrandir le fossé afin de créer un sentiment encore plus grand de risque lors du saut entre ces 2 plateformes. En revanche, les picots à droite, s'ils semblent anecdotiques, permettent d'empêcher aux joueurs de se réceptionner en cas d'échec. Dans ce cadre de tutoriel, c'est une excellente idée. Pour une partie plus tardive du jeu, cependant, laisser le joueur improviser et se sortir d'une situation quasi impossible peut être une expérience grisante à considérer lors du level design. Comme vu, Céleste est donc un très bon jeu à garder sous le coude pour vos futurs LD de platformer. Je vous invite grandement à le faire pour découvrir toutes les bonnes idées de level design et de game design du titre. Si je parle de WarioWare, c'est tout simplement parce que c'est un jeu qu'on a étudié dans mon école de game design. Si mes souvenirs sont intacts, c'était en 2e année. Y jouer en première année permet donc potentiellement de se préparer en avance aux exercices liés à ce titre. Et dans le pire des cas, si aucun prof ne parle du jeu pendant votre bachelor ou master, au moins vous aurez fait un classique du jeu vidéo, ça fait pas de mal. Mais pourquoi on l'étudie en formation de game design du coup? Le principe du jeu, c'est d'enchaîner des micro-jeux, des petits challenges de quelques secondes, avec un objectif simple et rapide. Taper sur un clou avec un marteau, éviter un projectile, frotter une assiette, bref, plein de petites actions qui se feront très rapidement et qui s'enchaînent de plus en plus vite. L'objectif du jeu est de jouer sur l'effet de surprise et sur les réflexes du joueur. Si le jeu est analysé en cours de game design, c'est parce que c'est un sacré casse-tête de reproduire ce type de jeu. Chaque micro-jeu doit être immédiatement compréhensible, l'expérience globale doit être dynamique et bourrée de feedback, bref, c'est une vraie Rolex du design, où chaque petite pièce et chaque petit engrenage a son importance. Des petits détails d'UI au choix de l'instruction apparaissant au début de chaque micro-jeu. Comprendre WarioWare, c'est comprendre comment organiser tout un tas de feedback et comment bien rythmer un jeu. Des éléments qui sont assez durs à reproduire en première année, mais si vous vous sentez d'attaque, alors allez-y, le jeu est ultra fun, facile d'accès et impressionnant une fois qu'on le décortique. Or fighting something? What do you think makes this person angry? What kinds of friends do they have? Do they even enjoy making video games at all? Take all of these images, hold them in your mind, and now try to imagine, without ever having met this person, who they are. Ok, là on arrive à un jeu qui est très particulier, un jeu qui est vital de faire, pas tant dans l'optique de comprendre des principes de game design, qui serviront sur le plan scolaire, que d'apprendre à réfléchir autour des principes de game design liés aux jeux expérimentaux. Donc The Beginner's Guide, c'est fait par le créateur de The Stanley Parable. Le jeu nous propose d'évoluer dans une collection de titres expérimentaux accompagnés d'un narrateur qui nous raconte l'histoire du créateur dédié jeu qui s'appelle Coda et qui est un ami du narrateur qui donne plus trop de nouvelles. Le projet va vous faire traverser une série de prototypes souvent axés autour d'idées de gameplay minimalistes tout en donnant du contexte sur la création de ces tests. Si le jeu se sert de ça pour raconter une histoire, il est à mon sens un intérêt tout autre à ce projet. Donner des clés de compréhension pour aborder des jeux peu accessibles, minimalistes et ou expérimentaux. Viendra un moment dans votre parcours de game designer où vous serez amené à côtoyer un jeu de cet ordre-là, qu'il soit connu ou non. J'en ai déjà conseillé plein sur la chaîne. En tant que game designer, il peut être frustrant de ne pas posséder d'appui théorique suffisant pour comprendre ces jeux. Il peut même arriver pour certains de dénigrer ces titres car ne rentrant pas dans des formes de jeux plus classiques. Si c'est votre cas, je vous invite à prendre du recul sur les jeux de ce style que vous avez croisés et de jouer à The Beginner's Guide. Si vous n'avez jamais fait de jeux expérimentaux, alors The Beginner's Guide sera la parfaite porte d'entrée vers une forme de game design plus poussée, moins gamey, mais tout aussi fascinante. Oh shit. Blind Drive propose une expérience simple. Vous incarnez un aveugle qui conduit une voiture. La seule chose qui vous évite la mort est d'écouter les voitures arriver d'un sens ou de l'autre par des sons binauraux. Si Blind Drive me semblait pertinent, c'est déjà parce qu'il rejoint d'autres jeux de cette sélection dans son scope et sa reproductibilité, mais également parce qu'il met en pratique simplement un aspect souvent négligé dans les projets étudiants,
Le son. Ceux qui ont vu ma vidéo sur Yanmoix se souviennent de l'analyse de Kylie Minogue, le jeu de Girl Group, et vous vous en doutez, c'est un peu trop avant-garde pour la première année de game design. Reste que cette problématique du son, elle est souvent réglée tardivement dans la production d'un jeu par les étudiants débutants. Donc l'idée de baser un titre dessus est rarement envisagée. Jouer à Blind Drive, c'est se rassurer sur la possibilité de proposer une expérience simple, concentrée sur ses feedbacks et sur les aspects audio, que ce soit les jeux de distance, de binauralité, les sound effects et même le doublage. Un jeu d'arcade du début des années 80, une boucle de gameplay simplissime, du scoring, on peut facilement se demander l'intérêt qu'a un jeu comme Tapper pour des game designers se basant sur des standards plus actuels. Il faut pourtant comprendre que la première année de game design est basée sur le fait d'apprendre à game designer des petits projets simples. Tapper est donc un choix intéressant. C'est également un jeu à garder en tête lorsqu'il est de créer des expériences dynamiques et stressantes. Des feelings que chercheront beaucoup d'intervenants, profs et élèves dans les projets. Cependant, il existe une raison particulière pour laquelle je considère Tapper comme un investissement. Son game design est parfaitement modulable. À partir de cette boucle de gameplay, on peut imaginer n'importe quoi. Du jeu de gestion, de l'idle, un overcooked-like, du bullet hell, du deck builder, du jeu de rythme, tout est possible grâce à des éléments facilement identifiables, améliorables et modifiables à l'envie. Parlons maintenant du gameplay. Vous incarnez un barman qui voit des hordes de clients entrer dans son établissement, qui doit tirer des bières et les envoyer aux clients afin qu'ils sortent du bâtiment. Certains vous enverront leurs verres vides que vous devrez réceptionner, d'autres laisseront des pourboires à récupérer pour des points bonus et pour déclencher une séquence qui stoppera momentanément les clients du bar. A partir de cette base on ne peut plus simple, un game designer devrait être capable de créer une itération du titre, avec des mécaniques et idées propres. J'ai demandé à un ami de choisir au hasard un genre dans ceux cités précédemment. Nous allons donc partir sur une version deck builder de Tapper. Nous allons commencer par prendre des références dans notre gros stock de jeux. J'ai décidé de prendre le système de cartes de Dire Deck, un jeu de Kinda Nice. J'en profite d'ailleurs pour vous dire d'aller absolument tester les jeux de Kinda Nice, ce sont des pépites de game design. Et on va prendre aussi Clash Royale de Supercell, à qui j'ai emprunté la mécanique de jauge d'élixir et le menu qui permet de gérer son deck avant une partie. Nous allons donc garder la structure de Tapper et y ajouter des mécaniques. Un menu avec un deck de 5 cartes modifiables entre chaque partie, des cartes qui apparaissent in-game et doivent être drag and drop sur l'écran, chaque carte coûte une certaine dose de mana, et une jauge de mana de 5 paliers se remplissant automatiquement et descendant quand un joueur utilise une carte. Et hop, on a notre nouveau jeu. J'ai proposé 3 idées de cartes pour que vous puissiez comprendre la philosophie de design. On a la double bière qui coûte 2 énergies et qui double la prochaine bière, permettant de satisfaire 2 clients d'un coup. On a la carte stop qui coûte 1 énergie et qui permet d'arrêter pendant 2 secondes le temps pour les clients. Et on a la carte KO qui coûte 1 énergie, qui réinitialise le score et l'argent généré, mais double les futurs gains pour le reste de la partie. Le joueur perd toutes ses vies jusqu'à n'en avoir plus qu'une après utilisation. Donc maintenant que vous avez compris la modularité de ce jeu, à votre tour de proposer une nouvelle version de Tapper, vous verrez c'est un très bon moyen de comprendre le game design. Reprendre des éléments de jeu non vidéo déjà existants pour en modifier les propriétés a été un vrai filon pour les développeurs indépendants ces dernières années. On a eu le poker avec Balatro, on a eu le blackjack avec Dungeons & Gamblers, on a eu roulette russe avec Buckshot Roulette, on a eu le billard avec le récent Snail Shock, et bien sûr les échecs avec Shotgun King. Tous ces jeux sont intéressants car preuve de la grande variété d'éléments implémentables à partir d'une base de jeu préexistante. Comme vu précédemment avec Tapper, peu de jeux rétro sont revisités avec des nouvelles idées de GD, et c'est un peu le même problème avec les activités ludiques existantes. Le jeu de dames, la pétanque, le lancer de fléchettes, il y a autant de bases qui peuvent être roguelikeisées, deck builderifiées, pour peu qu'on se donne un petit peu les moyens. Shotgun King c'est le parfait exemple de cette philosophie, des adversaires représentant les différents pions aux échecs et mimant leurs déplacements. Le joueur qui incarne un roi peut voler les déplacements des ennemis tués avec son shotgun, des éléments aléatoires et des bonus entre chaque manche, une recette que nous allons nous-mêmes refaire avec un jeu moins complexe que les échecs, car nous ne sommes qu'en première année, le jeu de dames. Au niveau des références, on va prendre bien évidemment Shotgun King et son système de cartes à choisir entre chaque tour, et nous allons reprendre cette idée de récupérer des cartes d'autres jeux à la Dungeons & Gamblers. On va garder le système de barre de mana de notre Tapper, mais la barre augmentera de 1 de mana pour chaque manche, donc quand les deux joueurs auront fait un mouvement chacun. Pour les cartes designées, j'ai choisi le Uno Reverse qui coûte 2 mana et qui du coup inversera le sens de mouvement, donc les pions ne pourront que reculer pendant une manche. J'ai pris la carte chance du Monopoly qui coûtera 1 mana, et son truc ce sera que le prochain mouvement sera un saut en arrière de 3 cases.
Et j'ai pris une carte Pokémon échange qui permettra d'intervertir la position de 2 pions et qui coûtera 2 mana. Et du coup, à partir de cette base, on peut faire plein de trucs. Vous pouvez vous amuser à créer des nouveaux concepts de cartes, des nouvelles mécaniques autour du mana. Voilà, expérimenter, tester, essayer de prendre peut-être d'autres jeux de société, d'autres jeux connus pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est assez facile de réfléchir à des nouvelles règles. Un jeu de dames, c'est facile à coder. Donc voilà, vous avez tous les éléments déjà pour vous amuser et faire des trucs cool. Le shmup, c'est un genre qui est assez sous-représenté dans les projets étudiants, je trouve. Si certains points peuvent justifier cela, notamment le fait que c'est un genre de niche, qui est très rétro, et que l'IA peut parfois être difficile à coder pour des débutants, pour autant c'est un super terrain de jeu pour le GD, et si vous pouvez pas coder ce genre de jeu, rien vous empêche d'imaginer un game design document dans le cadre d'un exercice théorique. Nous allons donc miser sur Gradius, un des grands classiques du shmup, et s'intéresser à son système de power-up. Dans Gradius, il y a une barre horizontale avec plusieurs gadgets qui peuvent être sélectionnés par le joueur. Les ennemis lâchent des items qui font avancer le curseur sur la barre d'un cran, passant donc à un autre gadget. Le joueur peut choisir l'option qui lui semble la plus intéressante pour continuer le niveau. Si dans le cadre de Gradius ce principe est très simple, rien ne nous empêche de le rendre plus amusant. Pour le reste de l'exercice, nous allons partir du principe que nous sommes dans un devoir théorique et non un projet concret. Commençons par le sens du scrolling. Moi je vais opter pour un scrolling vertical classique, typique des Ikaruga, des Aleste, des Touhou et compagnie. Pour lui général, je vais partir sur quelque chose de similaire à la version réincarnation de Dodonpachi Daiyuju, mais en beaucoup plus simple. On va pouvoir apposer notre barre de power-up à lui global et choisir 5 power-ups différents. Moi j'ai choisi le double shot, le laser, des missiles à tête chercheuse, un bouclier rotatif qui fait des dégâts de contact, et des Nightmare Bullets, un power-up qui baisse la puissance des balles, mais augmente la cadence de tir, et multiplie chaque gain de points par 1,2. Évidemment, libre à vous de réfléchir à votre UI et vos power-up, là j'ai proposé du très simple et similaire à Gradius, mais n'hésitez pas à être original. Si vous avez besoin d'inspiration, l'excellent Super à l'Est a un roster d'armes juste incroyable, de quoi trouver à coup sûr une bonne idée. Maintenant que nous avons notre jeu, nous allons avoir besoin de déterminer le flow global du jeu. Un shmup tout simple, c'est déjà vu. Allons donc voir du côté d'un des shmups les plus fous jamais faits, RIM 9000. Ce qui définit RIM 9000, c'est sa surprésence de screen shake, c'est l'élément qu'on avait vu avec Ubermoche en début de vidéo, mais également ses couleurs très vives, et le fait que la zone de jeu soit très petite et propose donc assez peu de manœuvres. Si le jeu fait ça à des niveaux extrêmes pour le meilleur comme pour le pire, rien ne nous empêche de prendre ces éléments et les atténuer un petit peu. Tentons de comprendre pourquoi c'est une bonne idée. Déjà, le fait de resserrer la taille de la zone du jeu permet de limiter les ennemis et les patterns proposés, pour mieux se concentrer sur soit des gros ennemis avec un pattern à eux, soit pour favoriser l'arrivée sur le devant plutôt que sur les côtés. Cela rend la gestion des points d'apparition d'ennemis, ainsi que la réflexion GD autour de ces problématiques beaucoup plus facile. Cela permet également de proposer une expérience plus tendue et nerveuse que si le joueur avait une grosse zone de manœuvre. Laisser au long de la partie un screen check léger mais qui boucle permet d'avoir constamment l'impression que le vaisseau est en hyper vitesse, ce qui est une chouette idée si vous souhaitez proposer une expérience grisante. De manière plus générale, une DA originale se remarque d'autant plus dans le cadre d'un shmup, un genre assez uniforme dans les univers et les idées proposées. J'espère que ces 3 points vous auront permis de comprendre en quoi RIM 9000 peut être une source intéressante d'inspiration, et j'espère qu'avec tout ça vous aurez envie de vous intéresser plus en détail à ce genre, qui est riche et qui peut facilement faire un super projet scolaire. Ça peut paraître contre-productif comme conseil, mais c'est quelque chose que vous entendrez beaucoup. Le fait de jouer à des mauvais jeux, en plus de vous donner des pistes de compréhension sur les qualités objectives du médium, va vous permettre d'identifier les comportements à ne pas répliquer dans la création de vos propres projets. Personnellement, un de mes genres préférés, c'est le 3D platformer collectathon. J'aimerais beaucoup en faire un à l'avenir. Et si on peut imaginer que le projet prendra le meilleur de ce que j'ai pu trouver dans Mario 64, A Short Hike, A Hat in Time, Yellow Taxi Goes Vroom, Spyro, eh bien la vérité c'est qu'aucun jeu n'aura autant d'importance que le pire des collectatons, Here Comes Nico. C'est simple, tous les défauts, il les a. Le LD est plat, le gameplay est pas intéressant, narrativement c'est le néant, c'est répétitif à la mort, c'est simple, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter de commettre les mêmes erreurs que cette horreur. Si d'aventure vous avez commencé un projet scolaire ou non, allez chercher les jeux du même genre avec des notations catastrophiques et jouez-y. Vous allez en tirer beaucoup, croyez-moi sur parole. Et voilà, avec ça, pour moi, tu seras déjà paré pour ta première année. J'espère que la vidéo t'aura plu. Puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le game design ça t'intéresse. Moi, je te dis à plus.